Bonjour à toutes et à tous. Eh ben, écoutez, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour commencer. Et puis ce que je vais faire, avant de commencer à passer sur mes slides, c'est en fait, je vais me présenter rapidement, pas pour vous expliquer ce que j'ai fait durant toute ma vie professionnelle, mais c'est juste pour vous expliquer la perspective que je vais vous donner aujourd'hui. Donc rapidement, donc j'ai travaillé 7 ans chez Apple. Et chez Apple, mon expérience extraordinaire. Donc j'ai été en charge du premier ordinateur portable sans fil au monde, mais ça fait un peu plus de 25 ans et quand je dis ça à mes enfants, ils me disent qu'est-ce que je raconte parce que voilà, tout est sans fil aujourd'hui. Puis après j'ai passé 10 ans chez HP et chez HP j'ai créé des produits, des lignes de produits, des business. Et le dernier travail que j'avais chez HP, j'étais en charge au niveau mondial d'une division software. Et puis après j'ai créé deux startups basées sur le software et la data. Et enfin, j'ai eu la chance et l'honneur de travailler sur la transformation digitale de Michelin en tant que Chief Digital Officer. Donc au début sans Yves, mais avec Patrice, et puis après en collaboration avec Yves. Et là, ça fait un peu plus d'1 an que je travaille chez Microsoft. Et chez Microsoft, mon rôle, mon organisation, c'est vraiment d'aider les entreprises dans le domaine de l'automotive, la mobilité et le transport, d'accélérer leur transformation digitale, et en particulier de devenir une software company. Donc aujourd'hui, je ne vais rien vous vendre de particulier, mais je vais juste vous expliquer ce qu'on voit. On travaille avec avec la plupart des OEM, des Tier 1, etc. partout dans le monde. Et je vais vous expliquer les challenges et puis aussi ce qui peut marcher. Alors c'est parti. Alors la première chose, on parle beaucoup de raison d'être. Et je pense que la raison d'être de Microsoft, elle est forte. Et elle vient de Satya. Et Satya, il explique que la mission de Microsoft, c'est de permettre à toutes les personnes et tous les business partout dans le monde de faire plus. Et alors, vous imaginez le portfolio des solutions Microsoft, puisqu'on passe des Xbox jusqu'au quantum computer, donc un portfolio très large en fait d'activités. Mais le mot-clé dans cette raison d'être de Microsoft, c'est vraiment Empower. Et vraiment, l'objectif de Microsoft, c'est d'être partner et customer friendly. On n'a pas du tout la volonté d'aller sur les business models de nos partenaires, de nos clients, mais c'est vraiment de travailler en étroite collaboration avec eux. Et j'aime bien la notion de one team, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Alors, première chose que je voudrais partager avec vous, c'est le challenge que je pense vous avez et que nous avons tous. Et ce slide-là, je l'aime beaucoup, et je l'ai utilisé au début de la transformation digitale avec le COMEX de Michelin et avec le CEO de Michelin. Et j'ai dit, voilà, c'est extrêmement simple et quelque part, c'est compliqué à faire. C'est en fait de dire, le code génétique d'une entreprise centenaire, c'est un code génétique qui a été optimisé dans le temps pour faire les meilleurs pneus du monde. Donc c'est le cas de Michelin qui a parlé, c'est le cas de Stellantis qui a parlé. Et le challenge que vous avez, c'est qu'en fait, le code génétique du monde digital et du monde du software est extrêmement différent. Et c'est très compliqué pour une société d'être capable d'avoir 2 modes opératoires qui soient extrêmement différents. Et donc, la première, il y a 3 étapes pour moi dans cette prise de conscience. La première, c'est vraiment la prise de conscience des entreprises, mais en particulier des exécutifs et de toute la chaîne de management, de cette différence. Et d'être capable de comprendre que d'être capable de faire du logiciel, les talents que vous devez embaucher, les contrats que vous devez signer, les partenariats que vous devez établir, eh bien, ils vont être très différents du rôle des différentes fonctions dans l'organisation produit traditionnelle. Donc, et je me rappelle à l'époque, donc j'avais expliqué au CEO de Michelin que si jamais ils ne comprenaient pas ça, si les exécutifs ne comprenaient pas ça, qu'on avait vraiment 2 organisations avec 2 modes opératoires extrêmement différents, à ce moment-là, ce serait très compliqué et que ça ne valait pas le coup de me garder. Et puis après, il y a 2 phases pour moi. Donc il y a une première phase qui est la phase de cohabitation. Et donc dans cette phase de cohabitation, on comprend que les besoins sont différents entre l'organisation traditionnelle produit et l'organisation digitale software. Donc on comprend. Et puis on va devoir trouver des compromis pour être sûr qu'on répond bien aux besoins de l'organisation digitale et de l'organisation software. Et là, moi, ce que je vous encourage à faire dans vos entreprises, c'est vous utiliser un slide aussi simple que celui-là.
Et à ce moment, vous allez voir les patrons de tous les départements et vous allez leur dire, tu vois, un jour, mes équipes vont demander de faire quelque chose, tes équipes vont dire que ce n'est pas la manière dont on fait les choses dans la relation traditionnelle, et tu vas dire, bah, écoute, on respecte ça, mais il va falloir qu'on soit capable de trouver un compromis. Alors, des exemples de compromis, la manière dont vous embauchez les gens. Quand on rentre dans une entreprise traditionnelle comme Stellantis, comme Michelin, vous avez des personnes qui ont travaillé depuis 30 ans dans l'entreprise. Quand on est dans le monde digital, dans le monde du software, c'est très très rare que des personnes travaillent 30 ans dans la même société. Donc on va embaucher des personnes pour une période de temps donnée. Mais aussi on va les engager, et on parle beaucoup des GAFAM, on va les engager. Vous savez qu'il y a une compétition donc avec des acteurs comme Microsoft. Donc probablement que la compensation qu'ils vont avoir vont être différente de la compensation traditionnelle de l'entreprise. L'aspect légal, l'aspect risque. Quand on est dans une entreprise comme Michelin ou comme Stellantis, on ne veut pas prendre du tout de risque. Vous le savez comme moi, quand vous êtes dans le monde software digital, les risques n'ont pas le même impact que le risque que vous pourriez avoir sur un véhicule. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Et si l'entreprise ne comprend pas qu'elle doit laisser un espace de liberté aux personnes du software et digital pour être capable de faire ce qu'il doit faire, eh bien, ça va être très compliqué. Et puis après, il y a la dernière étape, qui est l'étape en fait, d'assimilation. Et là, moi, j'étais très fier de Stellantis qui a annoncé donc Yves Bonnefond en Chief Software Officer, parce que ça montre vraiment l'assimilation de l'entreprise et ça montre vraiment que le software, le digital, arrive au cœur en fait, de l'organisation. Et puis le dernier point, la transformation digitale du monde produit vers le monde software, c'est vraiment pour moi 95% de l'humain, du mindset, de la culture, et uniquement 5% de technologie. C'est vraiment ce problème que vous devrez adresser, d'avoir deux modes opératoires qui soient extrêmement différents. Donc ça, c'est le challenge que je pense que vous avez tous, et pour travailler avec beaucoup de sociétés maintenant, c'est un challenge qu'on voit qui est assez universel. Alors maintenant, je vais vous parler de 3 solutions pour accélérer cette transformation. La première, c'est ce concept de Digital Factory, mais je ne vais pas revenir trop dessus, parce que je pense que les sociétés dans la salle, vous le faites déjà très bien. Mais moi, j'aime beaucoup ce concept. Et alors, pourquoi? Parce que ça cristallise les activités digitales et les activités software dans une organisation produit. Ça envoie un message très clair à l'organisation qu'il y a maintenant des personnes en charge du digital et du software au sein de l'entreprise. Et alors, pour être honnête, je n'aimais pas tellement le mot Digital Factory quand j'ai commencé cette transformation, parce que pour moi, Digital et Factory, ça ne résonnait pas forcément très bien. Mais dans le temps, ce qui est intéressant dans des organisations produits traditionnelles, c'est que tout le monde comprend ce qu'est une usine. Donc tout le monde comprend que dans une usine, il y a un certain nombre de personnes qui sont spécialisées à faire les meilleurs produits que l'entreprise pourra faire. Et donc quand on collait le mot Digital à Factory, ça permet en interne dans l'entreprise de comprendre en fait que bah oui, on va avoir un peu des usines digitales focalisées sur un certain nombre de domaines et qui vont elles aussi être capables de délivrer des produits uniques et des produits formidables dans leur domaine. Alors là, il y a un certain nombre de concepts, et là je vous encourage à parler avec Yves Cazot ou avec Patrice Cochin après, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses clés. Les points que je voulais mettre en avant, c'est vraiment que pour les factories, pour que ça marche, c'est vraiment les gens qui vont designer, qui vont construire les plateformes, mais qui vont aussi les faire tourner. Et alors après, ça peut changer ça dans le temps, mais au début, c'est important, puisque vous n'avez pas d'un côté les conseilleurs et les faiseurs, vous avez dans une seule organisation toute la responsabilité que vous devez avoir. Et puis il y a un deuxième point que je voudrais mettre en avant aussi là-dessus, c'est qu'en fait, on a embauché pas mal de personnes de l'extérieur, et ça, on le voit dans toutes les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, en général, vous allez embaucher des personnes qui sont au sommet dans les domaines digitaux sur lesquels ils travaillent. Surtout, il faut avoir une obsession à continuer à les garder au sommet de leur expertise. L'objectif, c'est pas qu'ils rentrent dans notre entreprise et puis qu'après, vous savez, au bout de quelques mois, quelques années, ils deviennent moins bons sur les sujets pour lesquels ils étaient venus dans votre entreprise. Sur les Digital Factory, il y a vraiment pour moi 4 grands success
enfin, success factors, excusez-moi si j'utilise l'anglais de temps en temps. Le premier, c'est vraiment des factories qui sont focalisées sur un domaine particulier. Donc au lieu d'avoir dans une seule organisation tous les domaines en fait, que vous pourriez couvrir, c'est vraiment avoir des factories qui sont focalisées sur l'e-commerce, le CRM, le data, l'AI, le digital manufacturing. Ça vous permet d'avoir un groupe de personnes extrêmement compétents sur les domaines clés de transformation de l'entreprise. Le deuxième, et ça je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment cette liberté. Que l'entreprise donne la liberté, donne les moyens et la liberté à ses équipes digitales et logicielles d'être capables d'opérer telles qu'elles doivent opérer. Alors dans le contexte de l'entreprise, mais quand même avec un espace de liberté suffisamment élevé. Et ça veut dire que les exécutifs de l'entreprise vont leur permettre de le faire. Le troisième point, c'est la manière dont vous créez les organisations. Et là, moi, j'aime bien cette formule. 30% des personnes viennent de l'interne de l'entreprise. Et donc, ils vont amener les compétences métiers, la compréhension du business, les réseaux internes de l'entreprise, le vocabulaire, etc. Et 70% des personnes qui viennent de l'extérieur avec de fortes compétences software et de fortes compétences digitales, data et AI. Et quand vous faites ce mix, donc les gens de l'organisation traditionnelle vont amener la compétence de l'entreprise aux personnes digitales, et puis les gens du digital vont amener les compétences digitales aux personnes de l'entreprise. Et je pense que vraiment, il faut que ça soit délibéré. Donc moi, j'ai vu des entreprises qui ont décidé d'avoir des organisations qu'avec des personnes de l'extérieur. Pour être honnête, c'est très compliqué à faire marcher. Ça crée des tours d'ivoire, ça crée de l'incompréhension entre les organisations. Et vraiment, je vous encourage à être très délibéré sur la manière dont vous construisez les équipes, incluant l'équipe de leadership. Je pense qu'avoir un mix d'équipes de leadership de l'interne et de l'externe, c'est quelque chose de clé si vous voulez avoir des chances de maximiser vos chances de succès. Le dernier point, c'est, comme l'a dit Patrice Cochin, pour moi, il faut qu'il y ait une symbiose entre les équipes digital software et les business units et les régions. Il faut vraiment que ça soit une relation symbiotique. Parce que si vous n'avez pas cette relation symbiotique, encore une fois, vous allez créer des tours d'ivoire et après, ça sera très compliqué de transformer les personnes du business, de transformer les relations business. L'autre point là-dessus, et ça, je resterai pour déjeuner, Michelin a été très innovant sur la manière de financer les relations digitales en incluant les business units et en incluant les régions. Et je pense que c'est une best practice, puisque le plus rapidement possible, les régions et les business units se sentent impliqués avec les équipes digitales et elles participent au financement des différents projets digitaux. Ce qui permet d'avoir de plus en plus de budget dans le temps, parce que les business vont voir en fait la valeur que le digital peut leur apporter. Donc ça, c'est la première chose, comment mettre le software au cœur de l'organisation. La deuxième chose, et alors je ne vais pas lire toutes les questions, n'ayez pas peur, c'est qu'en fait, donc beaucoup de nos clients sont venus nous voir et ils viennent voir Microsoft en disant à Microsoft, vous êtes la software company. Donc de toutes les boîtes technologiques, vous êtes la boîte de software. La deuxième chose qui est intéressante avec Microsoft, et je vous ai mis un chiffre au milieu, c'est que 95% du business de Microsoft vient des partenaires de Microsoft. Donc 5% en direct, 95% du business vient des partenaires. Et en fait, donc ce qui se passe, c'est que les clients sont venus nous voir et nous ont dit, mais comment nous aider à justement devenir des sociétés de logiciels? Que faut-il faire pour que nous devenions des sociétés de logiciels? Vous savez le faire, Microsoft, voilà, comment vous pouvez nous aider? Et là, vous voyez deux jeux de questions. Donc, vous avez les questions qui se trouvent en haut, qui sont plus des questions technologiques, techniques, etc. Et puis en bas, vous avez des questions qui sont beaucoup plus des questions de go-to-market, de marketing, sales, support sur la partie services et solutions et software. Et alors, donc, ce qui est vraiment intéressant quand vous parlez avec les équipes, donc on a créé maintenant une organisation qui s'appelle Customer as a Partner. Et donc, l'objectif, c'est d'aider nos clients à devenir des sociétés de logiciels. Et donc, en fait, sur ces deux parties-là, il y a vraiment la partie technique. Et pour être honnête,
Sur la partie technique, vous connaissez mieux votre industrie que Microsoft, vous connaissez mieux ce que vous faites. Et donc sur la partie technique, en général, vous êtes très bon. Donc vous êtes très bon sur la partie technique, sur la partie software. Vous avez mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'organisation, etc., d'attention sur la partie software. Et donc là, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous aider. On va vous aider à quelque part rendre ce que vous avez fait un peu plus parfait, un peu plus facile à être déployé, facile à être utilisé, etc., etc. Mais sur la partie technique, vous n'êtes pas mauvais, ou vous êtes même bon. La deuxième partie, par contre, sur la partie go-to-market, en général, donc les entreprises viennent nous voir, et là, on va leur poser un certain nombre de questions sur la manière dont ils veulent vendre leurs solutions, sur la manière dont ils veulent marketer sur leurs solutions, sur la manière dont ils veulent supporter leurs solutions. Et là, en général, je vais faire une généralité, en général, vous n'êtes pas très bon sur ce domaine. Donc, vous passez beaucoup de temps sur la partie technologique, mais pas sur ça veut dire quoi de vendre comme une société de software. Et donc, deux points qui sont, je pense, intéressants à mettre en avant sur ce sujet-là. Donc, quand j'étais chez HP, on considérait que quand un business était disruptif, tant que ce business représentait moins de 15% du quota des vendeurs de l'organisation principale, eh bien à ce moment-là, on allait avoir des organisations de business développement dédiées pour vendre ces solutions disruptives. Et la raison pour ça, c'est qu'en fait, on avait mesuré que les vendeurs, jusqu'à 15% si vos quotas sont bien faits, en fait, pour eux, c'était beaucoup plus facile de vendre les produits qu'ils avaient l'habitude de vendre aujourd'hui. Donc, ils allaient en vendre un peu plus, les produits qu'ils vendaient aujourd'hui, plutôt que d'essayer d'apprendre, de comprendre et de vendre en fait les solutions disruptives. Donc, une des choses qu'on voit souvent, c'est qu'en fait, les sociétés de produits, elles vont se dire, en fait, c'est pas très compliqué. On va demander en fait à nos personnes qui vendent des produits physiques de vendre des services ou de vendre des solutions. Vous savez quoi? Je ne veux pas vous faire peur, mais ça ne marche jamais. D'accord? Donc, il y a cette période où il va y avoir 12, 18 mois, où en fait, c'est ce que vous allez essayer de faire, et en fait, ça ne va juste pas fonctionner, parce qu'en fait, vendre des services, du software, etc., c'est très différent que de vendre des pneus ou que de vendre des voitures. D'accord? Et alors, par contre, ce qui était intéressant dans le modèle d'HP, c'est qu'en fait, quand vous passiez ces 15%, en fait, ça devient très difficile pour les vendeurs de ne plus considérer ce type de solution. Donc, ils doivent s'y mettre et ils doivent commencer les vendre. Donc, vous aviez un espèce de transfert de ces gens de business dev vers la Salesforce traditionnelle. Alors, certains d'entre vous, vous avez fait des acquisitions et vous utilisez en fait ces sociétés qui ont l'habitude de vendre du service à continuer à vendre du service. Mais je vous encourage vraiment à passer du temps sur cette partie go-to-market. Alors, le deuxième point qui est intéressant sur ce domaine, c'est qu'en fait, en travaillant avec les équipes, alors là, je vais peut-être vous faire peur, mais en moyenne, entre le moment où les entreprises disent voilà, moi je suis intéressé, aidez-nous à devenir une société de software, et le moment où vraiment elles commencent à avoir les résultats, elles commencent à avoir le retour sur investissement, etc. Donc en moyenne, et on a, si ça vous intéresse, je pourrais le partager avec vous, mais il y a vraiment un process et des étapes très bien définies, mais en moyenne, ça prend 3 ans, juste pour vous donner un ordre d'idée. Alors ça peut peut-être prendre un peu moins en fonction de votre société, mais en général, il faut considérer quand même que cette transformation, ça prend du temps, et avant vous commencez à voir les résultats, voilà, ça va prendre un certain nombre de temps. Donc encore une fois, mon message ici, c'est il y a beaucoup d'obsessions, et depuis ce matin, on a parlé des ingénieurs, on a parlé du développement, d'agile, tout ce genre de choses, mais honnêtement, si vous voulez que cette transformation arrive dans cette société, il y a aussi la partie donc marketing, vente et support de ces solutions. L'autre exemple que j'aime donner, c'est quand entre Noël et jour de l'an, en général, les entreprises françaises, l'activité baisse. Bien, quand vous êtes dans une société de software, vous devez faire le support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même dans les jours fériés. Donc, comment êtes-vous organisé aujourd'hui dans vos sociétés pour être capable de répondre aux besoins de vos clients dans ce domaine? Donc, voilà. Donc, deuxième chose, sur la partie go-to-market,
il faut vraiment regarder, parce que si vous n'adressez pas cette partie, en fait, vos exécutifs vont être très impatients, ils vont avoir l'impression qu'ils ont beaucoup investi sur la partie technologique, et ils ne vont pas voir en fait, le retour sur investissement en fait, qui leur permettrait de continuer à investir. Juste vous donner un exemple, beaucoup de nos clients sont passionnés par les places de marché. Et les places de marché, c'est un des mécanismes que Microsoft utilise dans les écosystèmes pour être capable de commercialiser nos solutions au travers de nos partenaires. Et encore une fois, beaucoup de sociétés viennent nous voir en nous disant bah, c'est énorme, 95% de votre business avec des partenaires, on est intéressé à construire des écosystèmes, des partenariats, comment pourrions-nous faire ça? Donc les places de marché, on en a plusieurs, mais il y en a une qui marche particulièrement bien, c'est la place de marché de la Xbox. Et donc la place de marché de la Xbox, ça marche très très bien. Et la place de marché, vous le savez, ça permet de trouver des clients que vous ne connaissez pas forcément. Nos clients sont intéressés à comprendre la manière dont Microsoft gagne de l'argent sur les places de marché, hein. Quels sont les fees qu'on va prendre sur les produits qui sont sur nos places de marché. Mais surtout, ce qui les intéresse, c'est comment nous opérons nos places de marché. D'accord ? Et donc, on passe beaucoup de temps et on explique quelles sont toutes les fonctions, la taille de l'organisation, voilà, quelles sont toutes les fonctions qui vont vous permettre d'avoir une place de marché efficace. Et donc, ce qui est intéressant sur ces modèles-là, c'est qu'en fait, on passe de l'idée virtuelle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'aller en direct, de vendre, de faire de l'e-commerce, des places de marché, etc. Mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte souvent de l'investissement que vous allez devoir faire pour vraiment être capable de le faire, pour voir le type de résultat que vous attendez. Donc on passe beaucoup de temps sur le mode opératoire, la taille des équipes, quel type d'équipe, etc. L'autre chose qui est intéressante sur la place de marché de la Xbox, et je ne sais pas, il y en a certains d'entre vous qui ont des enfants, qui ont une Xbox, j'espère, dans la salle. Mais, bon, c'est bien. Et donc l'expérience de la Xbox et de la place de marché de la Xbox, c'est une expérience en fait qui vient de l'éditeur de jeu jusqu'à la personne qui va acheter le jeu. Et donc il y a vraiment cette obsession de l'expérience sans couture digitale des studios qui vont créer les jeux. Mais quand ils vont créer les jeux, au moment où ils vont publier sur la place de marché de la Xbox, on va couvrir la partie légale, on va couvrir la partie royalty, on va couvrir les parties compliance, on va couvrir les parties data, etc. Donc il y a vraiment toute cette expérience de l'expérience de publication sur une place de marché. Après, vous arrivez sur la Xbox, et puis après, si vous avez des enfants, hein, les personnes qui ont des Xbox, ils l'ont vu, ils vont cliquer « je suis intéressé par ce jeu », et puis 10 minutes après, ils vont être capables de commencer à jouer avec. Et bien, cette expérience, ça permet en fait aux clients qui travaillent avec nous de comprendre ce qu'eux doivent faire pour avoir vraiment cette expérience sans couture entre le type de service qu'ils vont vouloir avoir autour de leurs produits et puis l'expérience qu'ils vont vouloir donner à leurs clients. Et ça, en général, c'est une expérience, pour être honnête, qui challenge les entreprises d'un point de vue technique, d'un point de vue expérience, mais aussi d'un point de vue technologique, parce que vous avez un certain nombre de technologies à mettre en place pour être capable de délivrer cette expérience complète. Alors, le troisième point que je voulais parler aujourd'hui, c'est sur la partie data. Oups, il faut que je revienne en arrière. Ça marche. Vous voyez les carrés, mais il y a plusieurs carrés. Je ne vois pas si on voit les carrés. Bon, bref. Sur la partie data, beaucoup de discussions avec nos clients. Et en fait, pourquoi? Et ça a été un peu évoqué aujourd'hui par Yves Bonnefond, par Yves Cazot. En fait, vous avez de plus en plus de data et vous avez de plus en plus de data qui sont connectées. Donc la bonne nouvelle, hein, c'est que vous avez de plus en plus de data. La nouvelle qui est un peu plus compliquée, c'est que ces data connectées, elles coûtent de plus en plus cher. Parce qu'évidemment, plus vous avez de data, plus vous allez devoir l'infrastructure qui va vous permettre en fait, de supporter ces data. Et alors j'aime beaucoup ce slide. Et ce slide, il est très simple. Et en fait, il a vraiment deux grandes dimensions. Donc sur la partie gauche, en verticale, vous avez trois manières de valoriser vos data. Donc en tout en bas, c'est Data as a Service, très simple. Après, vous montez au niveau Analytics as a Service. Et puis enfin, vous arrivez à la partie Insight as a Service. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que plus vous êtes capable de monter dans cette chaîne de valeur,
plus la valeur de votre data va être importante et donc plus vous allez être capable de les monétiser. Et puis en bas à droite, sur la partie horizontale, en fait, il y a 4 manières de valoriser vos data aujourd'hui. Donc il y a une manière qui est en interne, d'accord, exclusive. Donc vous allez vendre vos data ou vos analytics services d'une manière exclusive. Donc vous allez être capable, grâce à cette manière exclusive, d'extraire plus de valorisation parce que vous allez le donner uniquement à un client. Puis après, vous avez la partie écosystème. Donc là, vous allez dire, je compte sur l'écosystème pour être capable de valoriser mes data et mes services. Et enfin, vous avez la partie broadcast. Et alors, en général, quand on parle avec les entreprises, les exécutifs, je ne sais pas, certains d'entre vous reconnaîtront les discussions qu'ils ont, mais tout le monde est passionné par Insight as a Service en mode broadcast. Donc, le carré tout en haut à droite. Alors, pourquoi ça? Parce que Insight as a Service, c'est là où vous avez le plus de valeur, d'accord? Et puis, broadcast, ça veut dire que quelque part, vous devenez une plateforme. Donc, les gens vont savoir que pour avoir des insights dans un domaine particulier, eh bien, ils vont aller chez vous. Donc, c'est formidable. Vous avez beaucoup plus de valeur à extraire et beaucoup de personnes vont être intéressées par la valeur que vous êtes capable d'extraire. Et alors, par contre, ce qui est intéressant quand on travaille avec vous, c'est qu'en fait, donc, tout le monde, vos exécutifs, ils veulent aller en haut à droite, mais la première question qu'on va vous poser, c'est « Ok, formidable, mais où en êtes-vous aujourd'hui ?» Donc, aujourd'hui, vous êtes capable de faire quoi ? Et donc, en fait, ce qu'on va faire, et je vous encourage à contacter les personnes de NetExplo qui vous donneront ce slide, parce que c'est un exercice que je pense que vous pouvez faire dans vos entreprises, c'est qu'en général, vous avez plusieurs services qui n'ont pas tout à fait le même niveau, mais ça vous permettra de vous dire où est-ce que je suis aujourd'hui, où est-ce que je veux aller demain, et quels sont les gaps, quels sont les trous dans la raquette que je dois combler pour être capable d'y arriver. Et ça, c'est une réflexion qui est intéressante, puisque on va mélanger la partie technologique, mais on va aussi mélanger la partie business model. D'accord? Parce que je vais vous donner un exemple. Si jamais vous faites Analytics as a Service en mode exclusif avec une société, vous allez avoir un certain revenu, etc. Si vous décidez de passer à Analytics en écosystème, le revenu moyen que vous allez avoir, il y a des bonnes chances qu'il baisse, la valeur unitaire. Par contre, le pari que vous allez faire, c'est que vous allez vous ouvrir un écosystème, donc vous allez avoir beaucoup plus de clients. Donc ça vous permet un peu d'avoir une roadmap sur où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et où est-ce que vous allez aller demain. Et alors, ce qui est vraiment intéressant en général quand on parle, c'est que tout le monde veut faire Inside as a Service en broadcast. Et donc, en général, la première question que nous, on pose, on dit c'est formidable, mais est-ce que vous faites déjà Inside as a Service en interne? Est-ce que déjà, c'est quelque chose que vous faites dans votre société? Parce que si vous voulez vendre à quelqu'un, ce serait pas mal de commencer par vous quand même. Commencez par vous, maîtrisez-le pour vous, dans votre environnement, et à ce moment-là, oui, un jour, vous serez capable de le vendre. Donc bref, 3 points, il me reste plus que 2 minutes, mais 3 points que je voulais vous mettre en avant pour accélérer. Les Digital Factory, je pense que clairement, c'est mettre le soft au cœur. La deuxième partie, c'est que sur la partie software, oui, il y a la partie développement, oui, il y a la partie technique, mais la partie business, pour être honnête, pour accompagner cette transformation, je challengerais qu'elle est au moins aussi importante, même peut-être plus importante, et c'est encore plus disruptif pour les sociétés dans lesquelles vous travaillez. Et puis il y a vraiment sur cette partie data, passer du temps à vraiment comprendre où vous en êtes aujourd'hui et où est-ce que vous voulez aller. Et encore une fois, travaillant avec beaucoup de sociétés, en général, vous allez avoir différents services, différentes organisations qui vont être à différents niveaux sur ce type de graphique, mais apprenez des organisations que vous avez chez vous. Dans certains cas, il y a déjà des organisations qui vendent des Inside as a Service, comme par exemple, Yves Cazot sera d'accord avec moi, chez Michelin sur la partie flotte, ils sont déjà là, c'est déjà quelque chose qu'ils font. Apprenez et après accélérez les autres initiatives pour être capable de délivrer ce type de service. Alors dans la minute qui me reste, c'est ça, je vais vous dire ce qu'on aime beaucoup chez Microsoft et je vais vous dire ce que moi j'aime beaucoup. D'accord ? Donc la première chose, il y a 2 choses qu'on aime beaucoup chez Microsoft. La première, c'est les standards. Et donc là, encore une fois, avec un certain nombre d'entre vous, on a des discussions pour aider à l'établissement de standards autour des data en particulier. Et là, en haut à droite, il y a une initiative en laquelle on participe, et Michelin, par exemple, participe aussi, qui s'appelle Catinax.
Et Catena X, c'est l'extension de Gaia X qu'on connaît très bien en Europe, vraiment focalisée sur le monde de l'automobile. D'accord ? Et c'est vraiment comment on va simplifier la chaîne, toute la value chain autour de l'automotive et comment on va utiliser les data entre les fournisseurs et les différents acteurs pour être sûr qu'on définisse le même produit de la même manière, quels que soient les acteurs de l'industrie. Donc nous, on aime beaucoup les standards et on est convaincu que les standards, ça fait monter la valeur pour tous les acteurs qui participent à ces industries. Le deuxième, c'est on aime l'open source. Et on parlait beaucoup de Software Defined Vehicle. J'ai vu sur les slides les personnes de Capgemini donc on fait partie de l'Eclipse Foundation qui aide les constructeurs automobiles et les Tier 1 à définir ces architectures de Software Defined Vehicle. Donc on aime beaucoup l'open source aussi. On n'est pas, il y a beaucoup une image que Microsoft est très propriétaire, et on supporte beaucoup l'open source. Et dernière chose, en fait j'aime deux choses. Premièrement, vraiment, si vous voulez vraiment être sérieux sur le business du software, je vous encourage à lire ce livre de Business of Software. C'est un vieux livre, mais il vous explique la partie technologique, mais surtout le reste au-dessus de la partie technologique. Donc la partie marketing, vente, support, etc. Et encore une fois, je vous encourage à vraiment bien comprendre le business du software, au-delà de la technique, pour comprendre comment l'appliquer dans votre organisation. Et le dernier, il y a un nouveau livre, The Digital Transformers Dilemma. J'aime beaucoup ce livre. Il y a eu beaucoup de livres sur la Digital Transformation. Ce n'est pas vraiment théorique, mais c'est vraiment très pratique sur ce que vous devez faire pour être capable de maximiser le succès de votre transformation digitale. Voilà, merci beaucoup. Merci à Yves Cazot. On aime beaucoup le partnership entre Michelin et Microsoft et on espère qu'on sera une équipe et qu'on va continuer à en faire beaucoup plus. Merci. Merci beaucoup, Éric Chagnot. Merci à vous. C'était effectivement très, très, très intéressant. Évidemment, petit mot, si vous avez raté un mot, la citation, la référence d'un livre, toutes les vidéos NetExplo sont en replay sur netexplo.com.